Dans une ville nordique isolée, un homme affiche un panneau «Maison à vendre» et se détourne des animaux qu'il gardait autrefois. Une cage rouillée repose dans la neige. «Donne une panne», ce tremblante qui lit «Gratuit propriétaire à déménager. S'il vous plaît, prenez». Et un silence qui se sent mal. À l'intérieur, une mère berger allemand et ses chiots gèlent, jetés comme s'ils n'avaient jamais compté. Un Navy SEAL n'a jamais possédé de chien, mais un seul regard lui dit que ce n'est pas une coïncidence. Il ne peut l'ignorer. Il ne les laissera pas souffrir une seconde de plus. Le moment où il ouvre cette cage exposera un crime caché, réveillera une ville silencieuse et changera sa vie pour toujours. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Puis aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. La route d'hiver vers Brightwater semblait inoffensive à midi, presque gentille. Le ciel était d'un bleu dur et impeccable, le genre qui n'apparaît que lorsque le froid a gommé toute faiblesse de l'air. La lumière du soleil rebondissait sur les bancs de neige bordant la route, les transformant en feuilles de verre brisées. Silas Mercer conduisait avec la fenêtre juste assez entr'ouverte pour laisser le froid mordre son visage. Il préférait cela ainsi. L'air vif le maintenait présent. La douceur faisait errer ses pensées. À 40 ans, Silas avait la carrure d'un homme qui avait appris la discipline jeune et ne l'avait jamais complètement abandonné. Il mesurait juste plus de 6 pieds de haut, large d'épaules, sa force compacte plutôt qu'ostentatoire, plus d'endurance que de volume. Ses cheveux bruns foncés étaient coupés en un undercut propre, toujours précis, toujours contrôlé, comme si le chaos était quelque chose qui pourrait s'insinuer par des bords désordonnés. Son visage était rasé de près, anguleux avec une mâchoire forte et des pommettes qui captaient la lumière quand il tournait la tête. Ses yeux, bleu-gris et inhabituellement stables, avaient la concentration distante de quelqu'un qui observait avant de parler, quelqu'un entraîné à mesurer le risque instinctivement. Une légère boiterie suivait son pas droit, à peine perceptible à moins que vous ne regardiez attentivement. La plupart des gens ne l'étaient pas. Brightwater apparut soudainement après un virage de la route, une petite ville nordique reposant à côté d'un lac gelé. Les maisons étaient espacées, les toits lourds de neige, la fumée s'enroulant paresseusement des cheminées. C'était lumineux, calme et trompeusement paisible. Silas ralentit en passant devant une maison en bois avec un panneau immobilier planté de travers dans la cour. L'endroit semblait partir en hâte. Des cartons étaient empilés près du porche. Certains s'effondraient sous la neige fondante. D'autres s'ouvraient, leur contenu, livres, chaussures dépareillées, une lampe cassée, se répandant comme si abandonnée en plein milieu d'une pensée. Il aurait continué son chemin si ce n'était pour la forme derrière la clôture. La clôture était en vieux cèdre, latte inégale, assez haute pour bloquer la vue depuis la route principale. Derrière elle reposait une cage métallique, ses barreaux ternis par la rouille, sa base à moitié enfouie dans la neige. Un morceau de carton était scotché sur le dessus, les coins s'enroulant à cause de l'humidité. L'écriture était inégale. Le marqueur appuyait trop fort par endroits, trop légèrement à d'autres, comme si la personne qui l'avait écrit n'avait pas été stable. Gratuit. Propriétaire à déménager. S'il vous plaît, prenez. Silas arrêta le camion. Pendant un instant, il resta assis, les mains posées sur le volant, son souffle embuant le pare-brise. Il ne bougea pas parce qu'il savait déjà ce qu'il verrait quand il le ferait. La pause n'était pas de l'hésitation, c'était de la reconnaissance. À l'intérieur de la cage, une berger allemande était recroquevillée, serrée autour de 3 petites formes. La chienne était femelle, jeune, peut-être 3 ans, mais l'épuisement avait aminci sa silhouette. Son pelage noir et feu était raidi par le givre. Les poils plus longs autour de son cou étaient pointés de blanc, là où la glace s'était formée. Son corps tremblait par de petits tremblements involontaires alors qu'elle se pressait sur ses chiots, essayant de leur donner la chaleur qui lui restait.
Les chiots étaient si immobiles que Silas dut surveiller leurs flancs attentivement pour s'assurer qu'ils respiraient. Les yeux de la mère se levèrent quand elle le sentit. Ils étaient bruns foncés, cerclés de rouge par le froid et la tension, alertes malgré tout. Elle n'aboya pas, elle ne grogna pas, elle le regarda simplement, son corps se tendant, sa tête s'abaissant instinctivement sur les chiots. Silas s'approcha, ses bottes crissant dans la neige. Il portait un uniforme militaire de camouflage, un haut à manches longues et un pantalon assorti, bien ajusté, pratique plutôt que cérémoniel. Une ceinture tactique sombre encerclait sa taille, portant quelques pochettes utilitaires, et un étui destiné à des outils, pas des armes. Des bottes de combat couleur sable montaient hautes au-dessus de ses chevilles. Leurs semelles épaisses étaient faites pour les terrains accidentés et le pire temps. Une lourde montre en métal au cadran noir était à son poignet, la seule pièce de luxe qu'il s'autorisait. Il n'avait pas changé depuis qu'il avait quitté le service. Certaines habitudes étaient plus faciles à garder qu'à expliquer. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit. Un homme sortit. Taille moyenne, début de la cinquantaine peut-être, avec des cheveux clairsemés et une veste matelassée qui semblait trop propre pour quelqu'un déménageant en hiver. Il évita les yeux de Silas, se concentrant plutôt sur la neige près de ses pieds. Ses épaules étaient légèrement voûtées, sa posture défensive plutôt que fatiguée. « Vous êtes là pour la maison ?» demanda l'homme, sa voix plate. Silas hocha la tête une fois. « Et les chiens ?» L'homme haussa les épaules rapidement et de manière exercée. « Je ne peux pas les emmener avec moi. Je ne l'avais pas prévu. Ils sont libres. Quelqu'un les voudra. » Il le dit de la manière dont les gens disaient des choses auxquelles il ne voulait pas penser trop longtemps. Silas regarda de nouveau la cage. Le regard de la chienne mère ne quitta jamais la maison derrière l'homme. Ses yeux suivaient l'embrasure de la porte. Pas Silas. Pas la route, la maison. « Depuis combien de temps sont-ils ici dehors ?» demanda Silas. L'homme haussa les épaules de nouveau, un peu plus brusquement cette fois. « Quelques heures, peut-être plus. Écoutez, j'ai un emploi du temps. » Silas ne discuta pas. Il n'éleva pas la voix. Il fit ce qu'il avait appris à faire il y a longtemps. Agir. Il ôta sa veste, une épaisse couche extérieure destinée à couper le vent, et la drapa sur la cage, bloquant le courant d'air. La chienne mère tressaillit d'abord, puis se calma quand le vent cessa de griffer sa fourrure. Silas s'accroupit bas, gardant son mouvement lent et visible. Il pouvait voir maintenant de près la faible indentation autour du cou de la chienne, une marque guérie, ancienne mais indubitable, le genre laissé par une corde ou un fil tiré trop fort trop longtemps. Ce n'était pas dramatique, c'était pire que ça, c'était ordinaire. Il glissa ses bras sous la cage, le métal mordant froid à travers ses manches, et souleva. Le poids le surprit, pas lourd mais maladroit, déséquilibré. Les chiots gémirent faiblement, un son si petit qu'il atteignait à peine l'air. La chienne mère se raidit, puis ajusta son corps, se recroquevillant plus étroitement autour d'eux. L'homme près de la porte ne dit rien, tandis que Silas portait la cage à son camion. Il ne dit pas merci. Il ne dit pas au revoir. Silas plaça la cage doucement sur le siège arrière, la calant avec des couvertures qu'il gardait pour la conduite hivernale. Avant de fermer la porte, il fit une pause. La chienne mère rencontra ses yeux enfin. Son regard était stable, scrutateur, pas suppliant, mesurant. « C'est bon, » dit Silas doucement, incertain pour qui il le disait. Tandis qu'il s'éloignait en voiture, la maison recula dans le rétroviseur. Ses fenêtres sombres, son porche vide, la route tourna et la maison disparut. Cela aurait dû être la fin. Sauvetage effectué, problème résolu. Mais à mi-chemin de la rue, la chienne fit quelque chose d'étrange. Elle se déplaça à l'intérieur de la cage et leva la tête, pressant son nez fort contre les barreaux d'un côté. Ses yeux n'étaient plus sur Silas. Ils étaient fixés sur l'espace où la maison avait été longtemps après qu'elle ait disparu de la vue. Son corps se raidit, un son grave vibrant dans sa poitrine,
Pas un grognement destiné à menacer, mais quelque chose de plus calme, de plus profond, un avertissement peut-être, ou un souvenir refusant de lâcher prise. Silas sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Il avait déjà vu ce regard chez des hommes, pas des animaux. Le regard d'un endroit qui avait pris quelque chose qu'il ne rendrait pas. Il continua à rouler. La cabane qu'il louait était sur une colline basse surplombant Brightwater, petite et simple, avec une large fenêtre faisant face au lac gelé. À l'intérieur, c'était propre et nu, le genre d'espace destiné au séjour temporaire. Silas posa la cage près du chauffage et s'agenouilla à côté. Il ne l'ouvrit pas encore. Il ne tendit pas la main. Il regarda. Il compta les respirations. Le tremblement de la chienne mère s'apaisa à mesure que la chaleur revenait. Un chiot bougea, une petite patte tressaillant. Un autre laissa échapper un couinement faible et plaintif, offensé par la survie. Silas expira lentement, une habitude ancrée en lui au fil des années à gérer la peur. Il réalisa alors qu'il n'avait jamais possédé d'animal, n'en avait jamais voulu. Les animaux créaient des liens trop facilement. Ils faisaient une confiance sans ordre. Ils ressentaient des choses ouvertement. Ce genre d'honnêteté l'avait toujours troublé. Pourtant, il tendit la main vers son téléphone. Le nom de Briar Caldwell apparut rapidement. 33, vétérinaire local. Il avait remarqué son panneau en entrant en ville plus tôt. Vétérinaire et Furnitures Brightwater peint en lettres vertes sensées. Rien d'extraordinaire. Quand elle répondit, sa voix était claire, calme, alerte. La voix de quelqu'un habitué aux urgences. « J'ai une bergère allemande et 3 chiots, dit Silas. Ils ont été laissés dehors, risque d'hypothermie. Il n'y eut pas de pause. Je serai là dans 20 minutes, répondit-elle. Ne les nourrissez pas encore. Gardez-les au chaud, lentement. Quand Briar arriva, elle bougea avec détermination. Elle était de taille moyenne, mince, ses cheveux bruns tirés en une attache basse qui restait hors de son visage. Sa peau était légèrement tachetée de rousseur, ses yeux vifs et gentils à la fois. Elle portait un parka vert zippé jusqu'au menton, un pantalon cargo noir et de lourdes bottes saupoudrées de neige. Elle ne perdit pas de temps en présentation. Elle s'agenouilla immédiatement, ses mains gantées douces mais efficaces. Elle est jeune, dit Briar en examinant la chienne mère. Mais elle a traversé trop de choses. Ses doigts s'arrêtèrent sur la marque au cou de la chienne. Sa bouche se crispa. Ce n'était pas un accident. Silas regarda, silencieux. Dehors, le soleil continuait de briller, vif et froid. Brightwater vaquait à sa journée, inconsciente. À l'intérieur de la cabane, la chaleur s'accumulait lentement, délibérément. La chienne mère gisait immobile maintenant, les yeux à moitié clos, sa respiration plus profonde. Les chiots se pressaient plus près les uns des autres, vivants. Avant que Briar ne parte, elle regarda Silas attentivement. « Ce n'est pas la première fois, dit-elle. Des chiens comme ça laissés près de maisons qui se vendent vite. » Silas hocha la tête une fois. Cette nuit-là, longtemps après que Briar soit parti, Silas se tint près de la fenêtre. Le lac reflétait le clair de lune comme de l'acier. Derrière lui, la chienne ne dormit pas. Elle gisait face à la porte, ses yeux ouverts, observant. Elle n'aboya pas. Elle ne se détendit pas. Elle se souvenait de quelque chose que la maison avait pris. Et Silas savait avec une certitude qui s'installa lourdement dans sa poitrine que quoi que ce fût, cela n'avait pas été laissé derrière. La cabane était plus haute que le reste de Brightwater, pas de beaucoup, mais assez pour se sentir séparés. Depuis la large fenêtre avant, le lac gelé ressemblait à une feuille d'acier martelée, terne là où la neige s'était déposée, nette là où le vent l'avait raclé propre. Silas Mercer choisit l'endroit pour son calme. Pas de voisins proches, pas de murs partagés, juste le son du vent travaillant les arbres, et parfois le craquement lointain de la glace se déplaçant sous son propre poids. C'était le genre d'espace qui ne posait pas de tonnes de questions. À l'intérieur, la cabane était sobre. Une petite cuisine avec des comptoirs ébréchés,
un canapé qui avait été réparé une fois de trop, une chambre étroite et un chauffage qui bourdonnait comme un insecte essayant de rester en vie. Silas posa la cage métallique près de la chaleur et s'agenouilla, attentif à garder ses mouvements lents. Il avait appris il y a longtemps que la vitesse faisait des erreurs. Il desserra son col, roula ses épaules une fois et se concentra sur la simple liste qu'il répétait dans sa tête. Chaleur d'abord, eau ensuite, rien d'autre. La mère berger allemand gisait immobile à l'intérieur de la cage, son corps courbé protecteur autour des chiots. Dans de meilleures circonstances, elle aurait été frappante. Selle noire, lustrée contre la fourrure fauve. Tête noble, oreilles alertes. Mais le froid avait terni son pelage et aminci sa silhouette. Elle semblait plus jeune de près, peut-être 3 ans, sa force usée par l'usage plutôt que par l'âge. Ses yeux suivaient Silas avec une attention mesurée. Pas la peur, pas la confiance. Évaluation. Silas drapa une autre couverture sur la cage, bloquant les courantes d'air. Il plaça un bol d'eau tiède juste à apporter et regarda, comptant les respirations de nouveau, la manière dont on lui avait appris à faire quand quelqu'un pourrait ne pas passer les prochaines minutes. Un chiot bougea, laissa échapper un son qui était plus une plainte qu'un cri, puis s'enfuit plus profondément dans la fourrure de la poitrine de sa mère. Un autre étira une patte minuscule et pâle, puis la rétracta rapidement, comme si le monde était encore trop froid pour être touché. Silas expira. Il avait affronté des tempêtes, des tirs et des hommes entraînés à cacher leurs intentions derrière des expressions calmes. Cette responsabilité tranquille et fragile se sentait différente, plus difficile d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il tendit la main vers un sac de nourriture qu'il avait ramassé en revenant, en versa un peu dans un bol, puis se figea. Il ne savait pas combien était trop. Il ne savait pas si les chiots pouvaient même manger encore. Il jura sous son souffle un son court et sans humour et écarta le bol. Le déversement vint ensuite. Il essaya de verser de l'eau dans un plat plus petit et jugea mal l'angle. Elle éclaboussa le comptoir et le sol. Le bruit le fit tressaillir. Il l'essuya rapidement, irrité contre lui-même. Sur le terrain, il pouvait planifier à la seconde près. Ici, il devinait. Il sortit son téléphone et appela Briere Caldwell. Elle arriva 20 minutes plus tard exactement comme elle avait dit qu'elle le ferait. Briere avait 33 ans, de taille moyenne, avec une silhouette mince qui suggérait de longues journées debout plutôt que du temps à la salle de sport. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière-bas, pratiques, quelques mèches s'échappant déjà. Sa peau était légèrement tachetée de rousseur, pâle contre le parka vert qu'elle portait, et ses yeux, noisettes vifs, balayèrent la pièce en quelques secondes. Elle ne perdit pas de temps en civilité. Elle s'agenouilla immédiatement à côté de la cage, ses mains gantées stables, son mouvement suffisant sans être rude. « Bon travail de les avoir gardés au chaud, dit-elle, voix calme. Cela compte plus que les gens ne le pensent. » Elle vérifia d'abord la mère, pressant doucement ses doigts le long des côtes et des épaules, soulevant la lèvre de la chienne pour regarder les gencives. Sa bouche se crispa quand elle atteignit la faible indentation autour du cou de la chienne. Elle ne commenta pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Silas avait vu assez pour reconnaître ce regard. Retenue professionnelle enveloppée de colère. Elle est déshydratée. Briere dit enfin sous-alimentée, pas affamée, mais assez proche, et elle a été élevée trop souvent pour son âge. Elle leva les yeux vers Silas, puis le regarda vraiment. Cela n'est pas arrivé par accident. Silas hocha la tête une fois. Il n'avait rien attendu d'autre. Les chiots étaient 3, tous de la même portée, pas plus de quelques semaines. L'un se tortillait déjà vers le plat d'eau avec une détermination surprenante, son appétit plus fort que sa peur. Un autre tremblait presque constamment, corps léger et fragile, comme si le froid s'était imprégné dans ses os. Le troisième était le plus petit. Il ne fit aucune tentative d'exploration. Il se pressa contre le flanc de sa mère, puis se déplaça, attiré inexplicablement vers le poignet de Silas quand il se pencha plus près,
son petit nez effleurant sa peau comme pour confirmer quelque chose que seul lui pouvait sentir. Briey remarqua. « Celui-là est faible, dit-elle doucement, mais alerte. Parfois c'est suffisant. » Silas regarda le petit animal s'accrocher à lui, troublé par le contact instinctif. Il n'avait jamais été choisi par quelque chose qui ne pouvait pas parler. Cela semblait d'y mériter. Ils travaillèrent en coordination silencieuse après cela. Briey géra ce qui nécessitait des connaissances, fluides, vérification de température, alimentation attentive, tandis que Silas suivait les instructions précisément, reconnaissant d'avoir quelque chose de concret à faire. Quand Briey se redressa enfin, elle roula ses épaules en arrière et enleva ses gants, les rangeant dans sa poche. « J'ai vu plus de cas comme ça dernièrement, » dit-elle. Des chiens laissés dehors dans le froid, habituellement près de maisons qui se vendent vite, propriétaires qui déménagent sans laisser de traces. Elle fit une pause. Ce n'est pas normal. Le chauffage bourdonnait. Dehors, le vent agitait les branches nues. Silas rangea l'information sans commentaire. Il avait appris à ne pas parler tant que le schéma n'était pas clair. Briey partit juste après la tombée de la nuit, promettant de revenir le matin. Silas verrouilla la porte derrière elle et resta un long moment, la main sur la poignée, écoutant le calme se réinstaller. Il éteignit la plupart des lumières et s'assit sur le sol à côté de la cage, son dos contre le canapé, bottes toujours aux pieds. Le sommeil semblait d'un luxe qu'il n'avait pas mérité. Ce fut quelque temps plus tard, il n'était pas sûr de combien que la chienne mère bougea. Elle leva la tête soudainement, les oreilles dressées, le corps se tendant. Le chiot bougea sous elle, sentant le changement. Cela se redressa, chaque muscle alerte. Il écouta. La cabane était immobile, pas de pas, de moteur, juste le vent et le faible craquement du bois se contractant dans le froid. La chienne se leva soigneusement, se positionnant entre la porte de la cage et l'avant de la cabane. Elle n'aboya pas. Elle ne grogna pas. Elle fixa la porte avec une concentration si intense qu'elle fit picoter la peau de Silas. Puis elle baissa la tête et pressa son nez contre des barreaux métalliques, respirant par des tirages lents et délibérés, comme si elle cherchait une odeur qui n'appartenait pas au présent. Silas sentit quelque chose se retourner à l'intérieur de sa poitrine. Il avait vu cela avant aussi. Des hommes qui se réveillaient dans la nuit, corps rigides, réagissant à une menace qui n'existait que dans la mémoire et le muscle. Il tendit la main sans réfléchir et plaça sa main contre le côté de la cage. La chienne ne tressaillit pas. Après un long moment, elle expira et se recoucha, bien que ses yeux restassent ouverts. Le déclic revint tranquillement sans drame, et cela resta avec lui. La certitude que quoi que lui ait été fait n'était pas terminé simplement parce qu'elle avait été déplacée. Le matin arriva propre et froid. La lumière du soleil se déversa par la fenêtre, transformant le lac en une surface brillante et aveuglante. Silas se tenait à la fenêtre, café intact dans sa main, regardant la ville en bas se réveiller. De cette hauteur, Brightwater semblait ordonné, paisible. Il se demanda combien de choses pouvaient se cacher dans un endroit comme ça. Un coup vint à la porte juste après 9 heures. La femme debout dehors était âgée, petite, et mitouflée dans un manteau de laine de la couleur de la farine d'avoine. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon bas, soignés mais sans prétention. Des lunettes rondes perchées sur son nez, et ses yeux, clairs et évaluatifs, manquaient très peu de choses. Elle tenait une boîte couverte d'un tissu rouge. « Je suis Mabel Clean », dit-elle, voix chaude mais directe. « Je possède la boulangerie sur Main, Briey a appelé. A dit que vous pourriez avoir besoin de soupe. » Silas s'écarta pour la laisser entrer. Mabel bougea avec la confiance de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour être à l'aise dans les espaces des autres. Elle posa la boîte sur le comptoir et jeta un coup d'œil vers la cage, son expression s'adoucissant. « Pauvre chose, murmura-t-elle. On peut dire quand quelqu'un a été traité comme un objet. » Elle regarda alors Silas, la tête légèrement inclinée. « Vous n'êtes pas d'ici? »
Non, dit-il. Elle sourit. Je le pensais. Nous n'avons pas habituellement des hommes qui ont l'air d'écouter encore des ordres. Ce n'était pas une accusation, juste une observation. Silas ne la corrigea pas. Ils parlèrent brièvement. Mabel mentionna la ville, le temps, la façon dont les maisons semblaient changer de main plus souvent qu'avant. Elle ne s'attarda pas. Avant de partir, elle toucha légèrement le bras de Silas, un geste à la fois gentil et délibéré. Faire la bonne chose se sent rarement pratique, dit-elle, mais cela a une façon de s'additionner. Après qu'elle soit partie, Silas s'assit de nouveau à côté de la cage. La chienne mère le regarda, son regard plus doux maintenant, moins gardé. Il pensa à la maison derrière la clôture, la façon dont elle l'avait fixée comme si c'était une blessure. Il pensa aux mots de Breer, à la calme certitude de Mabel. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un échec ponctuel de gentillesse. Tandis que le jour avançait, Silas sentit la forme de quelque chose se former juste au-delà de sa compréhension, un schéma, une question sans réponse encore. Il ne savait pas ce qu'il en ferait, seulement qu'il ne pouvait plus prétendre que ce n'était pas là. Il baissa les yeux vers les chiots, l'un mangeant avec un enthousiasme insouciant, l'un tremblant encore, l'un pressé obstinément contre son poignet, et comprit finalement que cette cabane n'était plus un arrêt temporaire. C'était le premier endroit où l'histoire avait refusé de se terminer. Silas attendit jusqu'au milieu de la matinée avant de retourner à la maison. À Brightwater, l'heure importait. Les débuts de matinée appartenaient à la routine et à l'honnêteté. Les fins d'après-midi appartenaient aux excuses. Le milieu de la matinée était le moment où les gens étaient assez éveillés pour vous remarquer, mais pas assez alertes pour garder chaque pensée. Le soleil d'hiver restait bas, mais lumineux, glaçant la ville d'une lumière pâle et caissante qui rendait chaque ombre plus nette qu'elle ne l'était vraiment. La neige crissait sous ses bottes, tandis qu'il sortait du camion, June le regardant par la fenêtre de la cabane, son corps immobile, ses oreilles inclinées vers la route, comme si elle mémorisait chaque son qu'il laissait derrière lui. La maison semblait déjà différente. Cela le troubla plus qu'il ne s'y attendait. 2 jours plus tôt, elle avait affiché son désespoir ouvertement. Peinture écaillée, cartons dispersés dans la cour, un panneau manuscrit cloué de travers à la clôture. Maintenant, le panneau avait été remplacé. Un panneau imprimé d'une entreprise immobilière régionale se tenait droit et propre près de l'allée. Boardsnet, coin non plié par le temps. Vendu. Le mot semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Silas resta là plus longtemps que nécessaire, étudiant la ligne de clôture, le portail, l'endroit où la cage rouillée avait été cachée de la route principale. Le sol était balayé propre, la neige perturbée, puis lissée de nouveau, comme si quelqu'un avait été attentif à ne pas laisser une histoire derrière. Il frappa une fois, puis de nouveau. Pas de réponse. À travers la fenêtre avant, il vit le vide. Pas de carton, pas de meubles, rien pour suggérer que quiconque y avait vécu du tout. Le propriétaire, l'homme qui avait refusé de croiser ses yeux en remettant la cage, avait disparu aussi proprement que le panneau avait changé. Silas sentit le resserrement familier dans sa poitrine, l'irritation tranquille qui venait quand un schéma refusait de se montrer clairement. Il ne força pas la porte. Forcer les choses trop tôt n'avait jamais bien fini. Il se détourna et suivit la rue en descente vers Main, vers Main, où la ville prétendait être ordinaire. Brightwater sentait la levure et le café en fin de matinée, le genre d'odeur qui appartenait aux endroits que les gens faisaient confiance. La boulangerie était au coin en face de la poste, ses fenêtres embuées par la chaleur. Une cloche tinta quand Silas entra, et la chaleur l'enveloppa si soudainement que cela tendit ses épaules, comme si la chaleur elle-même pouvait être un piège. Mabel Klein se tenait derrière le comptoir, manches retroussées jusqu'au coude, mains saupoudrées de blanc de farine. Elle était petite et droite malgré son âge, ses cheveux argentés tordus en un chignon si serré qu'il semblait qu'il pourrait casser si elle riait trop fort. Des lunettes rondes perchées bas sur son nez, grossissant des yeux qui manquaient très peu. Elle leva les yeux vers lui,
nota sa taille, sa posture, la manière dont il balaya la pièce avant de se fixer sur elle, et fit un bref signe de tête. « Vous êtes de nouveau, dit-elle, pas méchamment. Sa voix avait la confiance stable de quelqu'un qui avait parlé aux mêmes personnes pendant des décennies et appris quand les mots importaient et quand ils n'importaient pas. « De passage, répondit Silas. Il choisit ses mots avec soin. De passage sonnait moins permanent, moins menaçant. Il commanda un café qu'il ne voulait pas et se tint à l'écart pendant qu'elle le versait, son mouvement suffisant, sans hâte. Elle fit glisser la tasse sur le comptoir et l'étudia de nouveau. « C'est ce qu'ils disent tous, dit-elle. Certains d'entre eux le pensent même. » Silas laissa le coin de sa bouche se soulever. Pas tout à fait un sourire. « Je cherchais le propriétaire de la maison grise sur Cedar Ridge, dit-il, comme si c'était une pensée occasionnelle. Celle qui était à vendre. » Les mains de Mabel s'arrêtèrent pendant une demi-seconde. La plupart des gens n'auraient pas remarqué. Silas, si. Elle reprit le pétrissage de la pâte, ses doigts pressants et pliant avec une force exercée. « Laquelle ?» demanda-t-elle, bien qu'il n'y ait que 3 maisons sur ce tronçon de route, celle qui s'est vendue hier. Mabel expira par le nez. « Les choses vont vite ces jours-ci, dit-elle. Les gens n'aiment pas s'attarder. » Silas attendit. Le silence était souvent plus utile que les questions. Après un instant, elle mit la pâte de côté et appuya ses avant-bras sur le comptoir. De près, il pouvait voir les fines lignes gravées autour de ses yeux, le genre qui venait de plisser les yeux dans le soleil et la neige pendant de nombreux hivers. Son regard glissa vers la fenêtre, puis revint à lui. « Vous n'avez pas entendu ça de ma part, dit-elle, bien qu'il n'y ait personne d'autre dans le magasin. Mais cette maison n'est pas la première ou la deuxième. » Son pouls ralentit, sa concentration s'aiguisant. « Combien? » Assez pour remarquer. Elle essuya ses mains sur son tablier. Une série de ventes rapides, toujours en hiver, toujours en espèces. Les gens s'en vont comme s'ils étaient en retard pour un train. Une raison donnée? Mabel haussa les épaules. Maladie, dette, famille à l'Est. Choisissez-en une. Sa bouche se crispa. Le plus drôle, c'est que les camions de déménagement viennent de la nuit. Des gros, pas de logo. Il ne reste pas longtemps. Silas sentait la forme du problème se former, bien que ses bords soient encore flous. Que charge-t-il? Elle rencontra ses yeux directement maintenant. Tout ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit à la lumière du jour. La cloche tinta de nouveau alors qu'un client entrait, brisant l'instant. Mabel se redressa, la conversation se rangeant aussi proprement que de la pâte dans un moule. Silas prit son café et partit sans un mot de plus. Dehors. L'air mordait ses poumons, bienvenu dans son honnêteté. Quand il remonta la colline en voiture, June le rencontra à la porte avant même qu'il n'ait coupé le moteur. Elle se tenait rigide, corps incliné vers la route, oreilles hautes et en avant. Au grognement lointain d'un moteur diesel quelque part en bas, ses muscles se contractèrent comme si elle se préparait à fuir ou à combattre. Le son s'estompa. Elle ne se détendit pas. Ce fut la première fois que Silas le sentit. Un scintillement de quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'entraînement ou l'instinct. Appelez ça intuition, appelez ça mémoire. Il s'agenouilla et posa une main sur le sol, la laissant s'approcher à ses conditions. Elle ne se pressa pas contre lui. Elle plaça seulement son nez contre ses jointures, souffle chaud, yeux fixés sur la fenêtre. Il parla doucement, testant le son. « C'est bon, dit-il, bien qu'il ne fût plus certain que ce le fût. Ce soir-là, tandis que le ciel s'assombrissait en bleu acier et que le lac sous la cabane gelait solidement sous une peau de glace, Silas prit une décision qu'il avait évitée. Il les nomma. Nommer rendait les choses réelles, et la réalité avait une manière d'exiger de la responsabilité. Il toucha légèrement le collier de la mère. « June, dit-il, le mot correspondant à sa calme endurance. Elle ne réagit pas, mais sa respiration ralentit. Les chiots étaient plus faciles. Le téméraire qui se jetait sur la nourriture, il l'appela Pip.
Le calme qui tremblait au son soudain, il le nomma Ren. Le plus petit, qui se recroquevillait contre son poignet chaque fois qu'il s'asseyait, devint Cedar, stable et enraciné malgré sa taille. La nuit vint claire et froide. Silas se réveilla juste après minuit, comme il le faisait toujours, son corps répondant à un son que son esprit n'avait pas encore nommé. June se tenait au pied du lit, les poils hérissés, tête basse. Elle n'aboyait pas, elle écoutait. Dehors, le clair de lune argentait la neige. 2 lignes sombres la traversaient. De nouvelles traces de pneus, profondes et délibérées, menant au-delà de la cabane avant de disparaître dans les arbres. Silas enfila ses bottes et sa veste, cœur stable, esprit déjà cataloguant les angles et les distances. June le suivit jusqu'à la porte et s'arrêta, laissant échapper un grognement bas et mesuré, pas un avertissement d'attaque, mais un signal. « Réveille-toi, fais attention. » Il s'accroupit et pressa brièvement son front contre le sien, une vieille habitude de reconnaissance. Puis il se leva, les yeux sur les traces, la ville en bas enveloppée d'un silence assez épais pour cacher des secrets. Silas attendit que la route sèche assez pour cacher les traces avant de se rendre en ville. La neige avait ramolli pendant la nuit, perdant sa netteté, se transformant d'un avertissement en un voile. North Light Haven se trouvait juste au-delà de la limite sud de Brightwater, encadré par des pins taillés si proprement qu'ils semblaient répétés. Le bâtiment lui-même était bas et large, peint d'un blanc institutionnel calme avec de grandes fenêtres qui reflétaient le ciel plus que le monde autour d'elle. Un panneau poli se tenait à l'entrée. North Light Haven, Sauver, réhabilité, replacé. Les mots étaient espacés uniformément, le lettrage immaculé, comme si personne n'avait jamais hésité en les plaçant là. June n'aimait pas l'endroit. Elle commença à gémir doucement au moment où Silas ralentit le camion, son corps se déplaçant plus près des chiots comme si l'air lui-même avait changé de texture. Pip griffa la porte de la caisse avec une curiosité agitée. Cedar se pressa contre le poignet de Silas à travers les barreaux, et Ren tremblait d'une manière qui n'avait rien à voir avec le froid. Silas remarqua tout cela. Il remarquait toujours les schémas avant que les gens ne remarquent l'intention. À l'intérieur, l'air sentait faiblement le désinfectant et quelque chose de floral destiné à l'adoucir. Les sols brillaient. Les murs portaient des photographies encadrées de volontaires souriants, avec des animaux qui semblaient propres et reconnaissants. Trop reconnaissants, pensa Silas. Une femme s'approcha d'eux de derrière le comptoir d'accueil avec une démarche mesurée, ses talons claquant doucement. Dr. Karen Vale était exactement ce que les brochures promettaient. Début de la quarantaine, grande sans être imposante, mince d'une manière qui suggérait la discipline plutôt que la fragilité. Ses cheveux, brun clair avec des reflets dorés, étaient tirés en arrière en un nœud lisse à la nuque, pas une mèche déplacée. Elle portait un manteau en laine anthracite sur un chemisier crème et des gants de cuir qu'elle enleva avec un soin délibéré, comme si même la chaleur avait besoin d'une permission. « Monsieur Mercer, » dit-elle, tendant sa main. Son sourire était chaud, exercé et bref, comme un feu de signalisation. Nous vous attendions. Silas ne lui serra pas la main tout de suite. Il rencontra ses yeux d'abord. Ils étaient gris pâle, réfléchissants, le genre qui semblait absorber l'émotion sans la retenir. « Je n'ai pas appelé à l'avance, dit-il. Elle hocha la tête imperturbable. Dans une ville de cette taille, l'inquiétude voyage plus vite que les véhicules. Elle jeta un coup d'œil vers la caisse et la compassion reste rarement secrète. Elle les conduisit le long d'un couloir bordé de pièces à façade vitrée. À l'intérieur de chacune se trouvaient des animaux reposant sur une literie identique, chaque enclos étiqueté d'un numéro et d'un code-barre. Pas de nom, pas de jouet. Tout était calme, pas paisible, contrôlé. Les oreilles de June s'aplatirent. Un son grave vibra dans sa poitrine, à peine audible. Karen fit une pause, se retournant avec une inclinaison compréhensive de sa tête. « Elle est anxieuse, » dit Karen doucement.
C'est commun dans les cas d'admission. Le traumatisme laisse des échos. Ou des instincts, répondit Silas. Le sourire de Karen ne changea pas. Bien sûr, c'est pourquoi nous sommes ici, pour traduire ces échos en guérison. Elle s'arrêta à côté d'une porte de bureau et fit un geste vers l'intérieur. S'il vous plaît, le bureau était sobre et immaculé. Un bureau, 2 chaises, un classeur. Au mur étaient accrochées des certifications, des récompenses, des lettres d'appréciation des conseils régionaux. Karen s'assit, pliant ses mains. Silas resta debout. Il sentit la géométrie de la pièce immédiatement. Qui était censé s'asseoir? Qui était censé céder? Nous pouvons prendre June et les chiots aujourd'hui, dit Karen, sa voix basse et rassurante. Nous avons des chenilles chauffées, un soutien néonatal, des spécialistes du comportement. Ils recevront des soins professionnels. Ils reçoivent déjà des soins, dit Silas. Soins temporaires, corrigea-t-elle doucement. Avec respect, vous n'êtes pas formé pour cela. Et l'attachement peut compliquer les résultats. Ce mot « résultat » resta suspendu entre eux. Silas imagina les cages numérotées, les codes barres, l'absence de nom. Ils ne sont pas de l'inventaire, dit-il. L'expression de Karen changea d'une fraction. Ce sont des vies, convint-elle. C'est pourquoi la procédure importe. L'émotion sans structure peut te faire du mal. Un coup retentit. Bryay Caldwell entra, joues rougies par le froid, parka ouverte, cheveux s'échappant de leur attache. Elle regarda Silas d'abord, un soulagement clignotant sur son visage, puis Karen, sa posture se raidissant. Bryay avait une trentaine d'années, athlétique avec des mains qui portaient de légères cicatrices dues à des années de manipulation d'animaux effrayés. Ses yeux, noisettes vifs, ne manquaient rien. « Je ne resterai pas, » dit Bryay rapidement. Juste voulu déposer les analyses. Elle posa un dossier sur le bureau. Karen la remercia sans le regarder. « Nous discutions juste de l'admission, » dit-elle. Le regard de Bryay se déplaça vers la caisse. Elle s'accroupit, rencontrant June au niveau des yeux, laissant la chienne voir ses mains. June ne grogna pas, mais elle ne s'adoucit pas non plus. Bryay se redressa lentement. « Elle n'est pas prête, » dit Bryay, « et les chiots non plus. » Karen soupira, le son soigneusement modulé. « Tu as toujours eu du mal avec les limites, Bryay. » La mâchoire de Bryay se serra. « Je me bats avec les endroits qui semblent parfaits et se sentent vides. » La pièce se refroidit. Silas le sentit alors, le moment du déclic, quand June se leva brusquement, pressant son corps contre la porte de la caisse, les yeux fixés sur le couloir à l'extérieur du bureau. Un chariot passa, empilé de caisses propres numérotées. June laissa échapper un seul aboiement aigu. Pas la peur, la reconnaissance. Karen se remit la première. « Les animaux projettent, dit-elle légèrement. Le stress se manifeste comme une recherche de motifs. » Silas regarda de nouveau les codes barres, ou la mémoire. Il déclina l'offre calmement, clairement. Karen l'accepta avec un signe de tête qui ne promettait rien et tout. « Si vous changez d'avis, dit-elle, glissant une carte sur le bureau, nous sommes toujours ouverts. » Dehors, le ciel s'était sombré. Tandis que Silas chargeait la caisse, il remarqua un bout de papier blanc glissé sous son essuie-glace. Pas de logo, pas de signature, juste 4 mots imprimés proprement. « Rendez les animaux. » June fixa le bâtiment jusqu'à ce qu'il s'éloigne en voiture. Sa réflexion capturée dans le verre comme un avertissement qui avait appris à attendre. La neige s'était amincie en une croûte blanche dure en fin de matinée, le genre qui reflétait la lumière du soleil si fortement que cela donnait l'impression que le monde était surexposé. Silas l'accueillit. Une lumière claire révélait des choses que les ombres pouvaient cacher. Il sortit June en premier, gardant les chiots emmitouflés à l'intérieur, et la laissa guider. Elle ne tira pas sauvagement ou ne dispersa pas son attention. Elle bougea avec intention, tête basse, narines évasées comme si l'air lui-même était une carte. Seule elle pouvait lire. Quand elle s'arrêta complètement,
muscles bloqués, yeux fixés vers la ligne d'arbre au-delà de la crête. Le garage était à moitié enfoui au bord d'une ancienne route de service, son toit s'affaissant sous des années de neige et de négligence. La porte pendait de travers sur des gonds rouillés. June s'en approcha lentement, queue raide, puis se retourna vers Silas et souffla une fois, court, contrôlé. À l'intérieur, l'odeur le frappa immédiatement. Vieille nourriture aigre, métal froid, la netteté indubitable des déjections canines séchées, pas un abri, un lieu de détention. Silas n'entra pas. Il ne se précipitait jamais. Espace clos sans raison. Il tourna plutôt, photographiant des traces de pneus, une plaque d'immatriculation partielle gravée faiblement dans la glace, des débris de paperasse immobilière coincés sous une planche lâche. Adresse, date, montant en espèces encerclées au stylo. Le déclic vint quand June se figea de nouveau, cette fois non pas à un son, mais à un souvenir. Elle recula de la porte, les poils hérissés, puis s'assit brusquement au talon de Silas, pressant son épaule contre sa jambe comme si elle se préparait à quelque chose qui s'était déjà produit. Il sentit alors le poids de la répétition, l'écho d'un système qui déplaçait les animaux comme de l'inventaire, les maisons comme des coquilles. Il mit les documents dans sa poche et écouta. 2 hommes apparurent à l'extrémité de la route, des silhouettes d'abord, puis des détails. Manteau lourd, bonnet tricoté tiré bas, bottes faites pour le travail, pas la marche. L'un était large et au cou épais, une barbe naissante ombrageant une mâchoire qui avait appris à avancer. L'autre était plus maigre, agité, les yeux furtifs. Silas ne les confronta pas. Il déplaça sa position de sorte que le soleil flambait sur son pare-brise, aveuglant de leur angle, et glissa tranquillement vers le camion. Il verrouilla la porte du garage de l'extérieur avec une longueur de chaîne qu'il trouva à proximité, non pas pour piéger, seulement pour ralentir. Il donna un coup de pied à un panneau lâche pour qu'il cliquette bruyamment, puis s'éloigna, laissant le son induire en erreur. La neige commença à tomber de nouveau, fine et rapide, le premier bord d'une tempête. Au moment où le véhicule de patrouille locale arriva, l'officier Miles Turner, les yeux fatigués sous un bonnet tricoté, la route s'adoucissait déjà, les détails s'estompant. Turner écouta, hocha la tête, prit des photos, promit de déposer un rapport. La tempête retarderait tout. Elle le faisait toujours. Quand Silas retourna à la cabane, le silence à l'intérieur se sentait mal. Il vérifia les chiots immédiatement. Pip et Wren dormaient emmêlés ensemble. La couverture de Cedar avait été tirée juste assez pour exposer son épaule à l'air froid. Pas d'aboiement, pas d'effraction, juste un message livré par l'absence. Silas ajusta la couverture, mâchoire serrée, et s'assit avec eux jusqu'à ce que June se recouche, son souffle stabilisant la pièce. La mairie de Brightwater n'avait jamais été destinée au conflit. Elle fut construite pour les annonces saisonnières, les décomptes de vente de pâtisseries, l'assermentation tranquille des pompiers volontaires. Ces bancs en bois portaient l'éclat lisse d'années de paumes posées, pas de poings serrés. Ce matin-là, cependant, l'air se sentait plus lourd, comme si le bâtiment lui-même sentait qu'on lui demandait de contenir quelque chose de plus aigu que la routine. La neige tombait dehors en nappes patientes, assourdissant le monde au-delà des fenêtres givrées, tandis qu'à l'intérieur les radiateurs sifflaient et cognaient comme des gorges mal à l'aise se dégageant. Silas s'assit vers l'arrière, June couchée à ses pieds, son corps courbé protecteur vers la petite caisse où les chiots reposaient. Il portait le même camouflage discret qu'il portait toujours, propre mais usé au bord, le genre de vêtement qui ne demandait pas d'attention, mais l'attirait quand même. Sa posture était droite, épaules carrées, mains relâchées sur ses genoux. Pour quiconque regardant attentivement, il y avait une immobilité en lui qui venait de longues habitudes retenues, pas de peur. June reflétait cette immobilité, ses oreilles à moitié levées,
ses yeux balayant la pièce avec une vigilance tranquille. À l'avant était assise Dr. Karen Vale. Elle semblait immaculée, comme elle le faisait toujours. Manteau anthracite drapé soigneusement sur le dossier de la chaise, chemisier crème intouché par la tension du matin. Ses cheveux étaient lissés en son nœud précis, son visage composé en une expression de préoccupation professionnelle. Elle ne lança pas de regard furieux à Silas. Elle n'en avait pas besoin. Son pouvoir résidait dans la procédure, dans le langage des politiques qui transformait les êtres vivants en paragraphes et clauses. Quand elle parla, ce fut avec le calme mesuré de quelqu'un habitué à être cru. « Ce n'est pas personnel, » dit Karen, s'adressant au magistrat temporaire assis à la table pliante. Northlight Haven est responsable du bien-être des animaux abandonnés ou récupérés dans les limites du comté. M. Mercer a refusé de restituer une propriété qui était clairement marquée pour une admission de sauvetage. Elle fit une pause, laissant le mot « propriété » s'installer. Nous sommes préoccupés par la sécurité des animaux et par le précédent. Sayus ne bougea pas. Il avait appris il y a longtemps que le silence pouvait être un bouclier. La magistrate, une femme à la fin de la cinquantaine avec des cheveux gris courts et des lunettes de lecture perchées bas sur son nez, hocha la tête une fois, doigts croisés. Sa plaque nominative lisait « Juge Helen Arkwright ». Bien que ce ne fût pas un tribunal au sens strict, c'était une audience temporaire et locale. La loi dépouillée jusqu'à ses os est maintenue par le bon sens et la mémoire communautaire. Breer Caldwell se leva quand appelé. Elle portait son parka vert forêt, la neige encore accrochée à l'ourlet, et tenait un épais dossier contre sa poitrine. Son visage était ouvert mais ferme, des taches de rousseur ressortant sur une peau rougie par le froid. Elle avait l'air de quelqu'un habitué à parler pour ceux qui ne pouvaient pas répondre. Quand elle décrivit l'état de John, hypothermie à l'admission, déshydratation, preuve de reproduction forcée, sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Les faits portaient leur propre poids. Ces blessures n'arrivent pas du jour au lendemain, dit Breer, rencontrant les yeux de la juge. Elles arrivent dans des systèmes répétitivement. Elle jeta un coup d'œil à Karen, non accusatrice, simplement observatrice. June n'a pas été abandonnée pour des soins. Elle a été jetée. Un murmure ondula à travers les bancs. Mabel Klein se leva ensuite, se stabilisant d'une main sur l'allée. À la lumière du jour de la salle, elle semblait plus petite, son manteau beige pendu lâchement à des épaules étroites, mais ses yeux étaient vifs derrière des lunettes rondes. Elle parla simplement sans fioriture des maisons vendues à la hâte, des camions qui venaient après la tombée de la nuit, la façon dont les gens cessaient de poser des questions parce que les questions rendaient la vie plus difficile. Son témoignage n'accusa pas. Il illumina. Silas fut appelé en dernier. Il plaça des photographies sur la table, traces de pneus, le garage affaissé, des débris de paperasse immobilière marqués de dates qui s'alignaient trop parfaitement pour être une coïncidence. Bon, il parla brièvement, voix basse, contrôlée, décrivant ce qu'il avait vu et ce qu'il avait choisi de ne pas faire. « Je n'ai confronté personne, dit-il. J'ai documenté. J'ai attendu parce que se précipiter crée des erreurs. Le déclic vint non pas des mots, mais d'un son. Un petit gémissement effrayé traversa la pièce. Pip, effrayé par le grincement d'une chaise, avait perdu le contrôle. Une tache sombre s'étendant sous lui sur le sol. Pendant un instant, personne ne parla. L'odeur était faible mais indubitable, un rappel que la peur ne respectait pas Durham. June se leva instantanément, se plaçant entre le chiot et la foule observatrice, son corps une barrière vivante. Silas s'agenouilla sans réfléchir, murmurant doucement, sa main stable tandis qu'il nettoyait et apaisait. La pièce expira. La paperasse sembla soudainement fragile face à quelque chose de si indéniablement vivant. La juge Arkwright observa la scène avec une expression qui s'adoucit malgré elle. Quand elle parla de nouveau, ce fut plus doucement.
Le tribunal constate que M. Mercer peut conserver la garde temporaire de l'animal, dit-elle. Une enquête sur les pratiques d'admission de North Lighthaven est autorisée, avec effet immédiat. Elle regarda Silas, puis Karen. La transparence n'est pas optionnelle. Karen inclina la tête, sourire intact, mais les yeux plus froids. Silas sentit June se détendre légèrement contre sa jambe, tandis que les gens commencèrent à se lever et à ramasser leurs manteaux. La juge se pencha vers lui et parla sous son souffle. Une phrase destinée à une seule paire d'oreilles. La lumière a une façon de rendre les gens mal à l'aise, dit-elle. Soyez préparés à cela. Dehors, la neige avait cessé. Brightwater gisait silencieuse et vigilante comme si la ville elle-même retenait son souffle. Silas entra dans le froid avec June à ses côtés, les chiots calmes maintenant, et comprit que quoi que vienne ensuite ne serait plus combattu dans l'ombre. La nuit arriva sans cérémonie, comme elle le faisait souvent dans le Nord, propre, froide et certaine d'elle-même. La cabane sur la colline tenait d'un seul carré de lumière contre l'obscurité, ses fenêtres luisantes comme une promesse tranquille. Silas se déplaça à travers les pièces avec un calme exercé, vérifiant les serrures, réglant les lumières à capteur, jetant un coup d'œil une fois au moniteur, bourdonnant doucement sur le bureau. June gisait près du foyer, sa tête levée, ses oreilles inclinées vers l'avant, le chiot dormant dans un nœud respirant lâche derrière elle. Le printemps était proche. Il pouvait le sentir dans l'humidité sous la neige. Mais l'hiver avait encore des dents. Il n'entendit pas le camion au début. Il le sentit, une pression dans l'air, un changement dans la posture de June si subtil qu'il aurait pu être manqué par quiconque n'avait pas appris à lire l'immobilité comme un langage. Sa queue s'abaissa. Déterminée. Elle se leva sans bruit et se déplaça vers la porte, s'y arrêtant comme si elle attendait une permission. Seeley hocha la tête une fois. Il avait appris à faire confiance à ce signe de tête autant qu'à n'importe quel plan. Les phares franchirent la crête et s'éteignirent. Des silhouettes sortirent. 3 d'entre elles, des formes émitouflées qui croyaient que l'anonymat était une sorte d'armure. L'un était grand et anguleux, mouvements économiques, un autre plus large, lourd d'épaules. Le troisième s'attarda, incertain. June se glissa dans la neige comme une ombre faite de souffle, s'éloignant de la cabane vers le champ ouvert. Elle n'aboya pas. Elle courut juste assez vite pour être remarquée, puis ralentit, regardant en arrière une fois. Le plus vieux truc du livre, appris non de l'entraînement, mais de la survie. Attirer la menace loin des vulnérables. Silas ne se précipita pas. Il déclencha les lumières. Le blanc inonda la pente, dépouillant la nuit de ses excuses. Les caméras s'éveillèrent en cliquant. Point rouge stable. Il parla doucement dans son téléphone. La ligne de la police d'État répondit plus vite que la locale n'aurait jamais pu. Il donna des coordonnées, des descriptions, et puis il attendit, gardant son corps entre la cabane et l'obscurité. Le déclic vint quand June cessa de courir. Elle se posta à découvert. La neige se retourna et leur fit face, non pas avec les crocs dénudés, mais avec une immobilité si complète qu'elle fit hésiter les hommes. Dans cette pause, l'un d'eux éleva la voix, aiguisé de frustration, et prononça un nom. Pas de June, de Karen. Le mot tomba mal comme une clé forcée dans la mauvaise serrure. Silas sentit la forme de la vérité s'installer. Ce n'était pas une récupération, c'était un nettoyage. Un cri, un pas en avant. June bougea de nouveau, filant large, gardant la distance, ne les laissant jamais assez près pour attraper. Les lumières à capteur s'évasèrent alors qu'un homme traversait une ligne invisible et que les caméras capturaient tout. Les plaques, les visages, le moment où l'homme plus large glissa et tomba lourdement. Le son du souffle quittant un corps non préparé au froid. Les sirènes coupèrent la nuit finement d'abord, puis réellement. Les hommes se dispersèrent. June s'inclina en arrière vers la cabane, les attirant juste assez longtemps.
Au moment où les véhicules de patrouille arrivèrent, le champ ne contenait que des traces et un gang tombé. Les officiers bougèrent avec une efficacité vive, l'un s'agenouillant aussi. Examinèrent le gant, un autre balayant la ligne d'arbre. Silas se tenait avec June à ses côtés, sa main posée légèrement sur son épaule, sentant le tremblement quitter sa silhouette à mesure que le danger passait. À l'intérieur de la cabane, le chiot bougea, puis se calma de nouveau, le plus petit laissant échapper un seul couinement indigné avant que le sommeil ne le reprenne. Le matin apporta le démêlement. Les mandats bougeaient plus vite quand la preuve était propre. Les dossiers liaient Northlight Haven à une coquille d'éleveur tiers. Numéro d'admission qui ne correspondait jamais au résultat. Contrats écrits pour ressembler à des soins et se comporter comme du commerce. Karen Vale fut arrêtée à son bureau, toujours immaculée, toujours composée jusqu'à ce que la porte se ferme et que le calme n'ait plus nulle part où se cacher. Brightwater regarda sans applaudir. Il y avait du soulagement et il y avait du chagrin et il y avait le travail plus calme de décider quoi faire ensuite. C.A. signa les papiers d'adoption dans une pièce qui sentait faiblement le café et le tonnet de photocopie. Sa main ne trembla pas. June s'assit à ses côtés, ses yeux suivant le stylo, la page, la petite finalité d'une signature qui changeait tout. Pip rongea un lacet de chaussure. Cedar dormit à travers le moment. Foi absolue. Wren regarda Silas avec un sérieux qui semblait plus vieux que ses semaines. Le printemps arriva comme s'il avait attendu son tour. La neige se retira des pentes exposées au sud, révélant la terre sombre et les premières pousses vertes tenaces. Le lac se fissura à l'intérieur, laissant la lumière revenir en lui-même. Silas construisit une clôture non pas pour garder le monde dehors, mais pour garder les chiots à l'intérieur, et apprit les petits rituels qui font tenir les jours ensemble. Nourritures à l'aube, entraînement l'après-midi, le long calme du soir quand June s'asseyait sur le porche et regardait la ville en bas, non comme une menace, mais comme un horizon. Un après-midi, Silas encadra le vieux panneau en papier. L'encre avait coulé là où la neige avait fondu dessus. Le mot « libre » se brouilla en quelque chose de plus doux. Il l'accrocha à l'intérieur de la cabane près de la porte, non comme un avertissement, mais comme un rappel. Libre n'était pas un prix, c'était une responsabilité. Quand la lumière vira vers l'or et que la colline se remplit de chants d'oiseaux, Silas s'assit avec June et les chiots à ses pieds et sentit l'étrange arithmétique du sauvetage s'équilibrer. Il s'était arrêté ce premier jour parce que s'arrêter avait été la seule chose honnête à faire. Il est resté parce que rester l'avait changé. Et June, qui avait été jetée comme inventaire, avait choisi dans l'heure la plus sombre de devenir un bouclier. Le sauvé était devenu le sauveur. Parfois, c'était tout ce dont un miracle avait besoin. Une décision de se tenir et une volonté d'être guidé. Parfois, un miracle n'arrive pas avec le tonnerre. Parfois, il vient sur une route ordinaire, un froid ordinaire, quand un cœur fatigué décide de s'arrêter au lieu de passer. Peut-être est-ce ainsi que Dieu travaille souvent dans le quotidien. Tranquillement, patiemment, à travers un petit acte de miséricorde qui semble trop simple pour compter. Une cage devient une porte. Un panneau gratuit devient un rappel que l'amour n'est jamais une marchandise. Et ceux que nous pensons sauver finissent par sauver des endroits brisés, en nous pièce par pièce, jusqu'à ce que la maison se sente de nouveau vivante. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez-la voyager. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez et quel petit miracle vous a trouvé dans votre propre vie, même s'il semblait ordinaire au début. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, où le courage rencontre la compassion et la lumière revient de la manière la plus humaine, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Que Dieu vous bénisse, protège votre maison et place la gentillesse sur votre chemin quand vous en avez le plus besoin. Qu'il garde votre cœur doux dans un monde dur et que les miracles destinés à vous ne passent jamais inaperçus.